Salut les gens, bonne soirée à ceux qui sont là. Pour l'instant, on n'a pas l'air d'être grand monde, mais enfin bon, j'ai un petit peu l'habitude. Et puis bon, je dois avouer aussi que, et je dois m'en excuser, j'ai prévenu un peu tard pour le stream, principalement parce que j'ai un petit peu rien foutu. Soyons honnêtes, j'ai pas écrit grand chose et du coup je savais pas trop de quoi je pouvais parler machin, alors je voulais pas faire un truc un petit peu par défaut. Puis je me suis rappelé que assez récemment j'ai lu ce bouquin, alors mise au point Caméra 2, je sais pas si ça va faire vraiment la mise au point, voilà, l'amour en commun. Je vais vous le mettre en... Je sais pas si je l'ai ici en image, non, je sais pas le... Je regarde sur mon live stream, sur mon stream deck si j'ai ça en image, mais je l'ai ici, donc voilà. Vous pouvez voir la couverture en un peu plus grand. Allons, c'est ici maintenant la caméra. Voilà. Voilà, donc mon idée c'est de parler un petit peu de ça. Salut Victor, rebonsoir, puisqu'on s'était déjà croisé sur le comment ça s'appelle, sur la première de Radio Erdorine. Alors je vais juste faire un truc parce que là je m'aperçois que le chat on le voit vraiment pas et du coup je vais réarranger ça. Hop, on va le faire plus grand le chat. Voilà. Je pense que comme ça sera mieux. Bien. Donc, alors je crois que je vous en avais déjà parlé pour ceux qui se souviennent un petit peu d'un stream précédent. Je vous avais parlé de ce bouquin, je vous avais parlé du fait que je m'étais dit ça pourrait être une bonne ressource pour Erdorine 2300 et principalement pour la question la question des Eldar. soyons clairs. Un petit peu imaginer comment fonctionnent des sociétés qui n'ont pas vraiment de système patriarcal dans lequel l'hétérosexualité, la famille nucléaire n'est pas une norme, et du coup c'était un petit peu ce pourquoi j'ai acheté ce bouquin. Enfin, en fait je l'ai même pas acheté. Je vais vous avouer un truc, je l'ai même pas acheté. Pourquoi ? Parce qu'il est gratuit. En fait, on peut le choper gratuitement. Je vais vous montrer ça. Alors ça, c'était le blog qui m'a fait découvrir Framablog. Framablog, ça vient de Framasoft, qui est une association qui fait beaucoup pour le logiciel libre. C'est notamment, si vous regardez ce live stream ou la rediffusion par Peertube, c'est grâce à Framasoft que Peertube existe. Et ils ont pas mal de trucs autour du libre, autour des licences Creative Commons. Et en fait, là, je suis en train de me rater complètement. Voilà, Nightly, bim. En fait, il y a une association qui s'appelle Des Livres en commun, qui publie des livres sous licence Creative Commons, et du coup, vous pouvez aller sur la page du bouquin en question. Pour ceux que ça intéresse, je mettrai les liens dans la description de la rediffusion. Mais si vous faites une recherche sur l'amour en commun, c'est assez facile. Moi, je viens de faire la recherche parce que je me souvenais plus des URL. Et en fait, vous avez 3 trucs qui pop en premier. Vous avez l'article de Framablog. Vous avez en tout premier, vous avez cette page-là où on peut télécharger le bouquin. Et vous avez la chronique de mon blog. Donc, ça doit être, et dans lequel il y a les 2 liens en question. Du coup, voilà, c'est assez facile à trouver. Et du coup, vous pouvez voir que vous avez des liens alors, vous pouvez obtenir le bouquin normalement. Ah non, c'est ce qui est au format électronique. Mais non, vous pouvez obtenir un EPUB, un dépôt Git même, et une version PDF que vous pouvez donc récupérer, télécharger et lire tranquillement chez vous à la maison ou sur le téléphone ou sur une liseuse. Bon, moi je l'ai fait sur le téléphone parce que j'ai pas de liseuse, mais voilà, l'idée est là. Et en fait, la blague, c'est que quand j'ai lu ce bouquin, j'ai effectivement trouvé des pistes assez intéressantes sur la question de la sexualité, de la famille, de tout un tas de choses comme ça, mais j'ai trouvé aussi beaucoup plus. Et ça, on en parlera peut-être un petit peu. Ça sort un peu du cadre de ce pourquoi je cherchais le bouquin, mais en fait pas tant que ça. Il y a 2-3 trucs qui sont assez intéressants à voir, et oui, j'en parlerai un petit peu plus tard, parce que c'est peut-être un peu d'ailleurs le défaut du bouquin, c'est que
là, lu comme ça, on a l'impression effectivement que c'est un bouquin qui va parler surtout de des relations romantiques, de la sexualité, de la question des enfants, de tout un tas de trucs autour. Et en fait, il part un peu sur il diverge assez rapidement, sans jeu de mots, sur d'autres thèmes. Sur notre rapport à la nature, sur les organisations politiques. Ouais, alors faut quand même préciser, c'est quand même un bouquin qui a été écrit par deux personnes qui sont, je crois, des chercheurs, chercheuses, mais aussi qui sont quand même assez clairement à gauche. Moi, ça me gêne pas parce que je suis un vieux gauchiste, hein, mais donc ça ne me pose aucun problème. En plus que c'est des gens de gauche qui ont la bonne idée de citer leurs sources. Donc quand j'ai lu le bouquin, je me suis dit, ok, la thèse se tient. Bon, il y a plusieurs trucs sur lesquels je me suis dit, la thèse se tient, mais il y aurait quand même d'autres pistes. C'est pas forcément le truc le plus immédiatement possible. Bon, en plus, il cite David Graeber, qui est un de mes auteurs, un de mes sociologues préférés, mais voilà, anthropologiste, anarchiste. Hélas décédé. Voilà, là je meuble un petit peu en attendant, en espérant qu'il y ait un petit peu plus de monde qui vienne. On n'est pas beaucoup ici. Mais je pense, ouais, effectivement, j'ai annoncé le bazar assez tard, donc je pense que c'est pour ça. De toute façon, on n'est pas beaucoup de façon générale, et j'ai l'impression aussi que l'idée du rythme d'avoir un live stream par semaine, un le jeudi sur l'écriture de jeux de rôle, et une semaine sur deux le jeudi sur l'écriture, et une semaine sur deux le vendredi sur la musique, c'est pas forcément encore rentré dans les esprits de tout le monde. Et en même temps, les esprits de tout le monde, il y a pas grand monde, donc de base. Le vendredi passé, on a fait la tier list Radio Erdorin. Je crois qu'au plus, on a dû être une douzaine ou peut-être une quinzaine sur le live, et c'était vraiment exceptionnel. J'ai rarement eu plus que ça. Donc voilà, voilà où on en est. Alors en fait, là, je m'aperçois que j'ai totalement oublié de faire la transition sur le site web. Voilà, je suis un petit peu en plus, la personne me le dit. Franchement, les gens, faites quelque chose, quoi. Voilà, donc j'avais complètement oublié de vous balancer ça. Du coup, oui, je vais peut-être me mettre en chat en direct, parce que je sais que toujours sur YouTube, il y a tendance à me mettre des choses un peu en résumé, à m'oublier des trucs parce que raison. Toi, tu fais quoi là sur Twitch ? Twitch, il fait rien, il fait que dalle. Twitch a décidé juste qu'il faisait rien. Non, c'est bon, ok, tac. J'essaie d'avoir des retours quand même, de voir qu'est-ce qui se passe à gauche, à droite. Et j'avais oublié de lancer le stream sur Peertube aussi. Bon, c'est pas grave. Je pense que faut que je me méfie un petit peu, parce que j'ai quand même l'impression que des fois je fais ce genre de truc, et soudainement il y a ma bande passante qui fait Argle Pop. Mais voilà, bon. Du coup. Ce bouquin, L'amour en commun, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Eh ben, en fait, on a un auteur, une autrice qui vont se partager un petit peu le travail. Alors je me souviens plus exactement de comment ils se sont répartis les tâches, mais je pense que Margot Lallemand a surtout fait pas mal dans les premières parties, dans tout ce qui est interroger les gens, faire des études de terrain pour voir un petit peu, trouver des exemples de personnes qui vivent selon des modes qui sortent justement du couple hétérosexuel nucléaire, et de voir un petit peu comment ils font, ce qui se passe. Et puis Timothée Baudot, il me semble, là encore, je me trompe peut-être, est plus aller dans le côté un peu théorique, regarder piocher du côté de la sociologie, piocher du côté de pas mal de choses, et pour essayer de mettre un peu en avant de pourquoi les choses se font ainsi et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les changer. Et c'est là qu'en fait les choses deviennent assez compliquées. Parce que leur théorie, qui n'est pas leur théorie, mais disons qu'ils partent d'études qui montrent que
la famille telle qu'on la connaît aujourd'hui, surtout dans les sociétés, on va dire occidentales au sens très large du terme, c'est une construction qui date grosso modo de la deuxième révolution industrielle. Alors il y en avait bien évidemment des prémices dans les époques avant, mais vraiment ça a été mis en avant à cette époque-là, de façon à ce que on ait la femme, surtout le côté la femme au foyer qui s'occupe des gosses, le père qui travaille, et puis c'est tout, et puis c'est comme ça et c'est pas autrement. Avec l'idée aussi de faire des gosses pour pouvoir augmenter la population, pour avoir plus de main d'œuvre. Donc grosso modo, c'est toute la faute du capitalisme. Mais ça, on le savait déjà. En tout cas, moi, c'est bon, j'étais déjà au courant. Mais le truc, c'est assez intéressant parce que effectivement, ça met en lumière des choses le fait que quand on a un certain nombre de mouvements traditionnalistes qui mettent en avant les valeurs millénaires de la famille. En fait, non, ça a quelque chose qui a peut-être 2 siècles, on va dire. Quand je parle de la deuxième révolution industrielle, on va dire que c'est l'arrivée des grandes usines, du charbon, de la centralisation. La première révolution industrielle, c'est au cours du XVIIIe siècle, principalement en Grande-Bretagne, avec c'était surtout des travailleurs chez eux qui faisaient des choses, notamment des femmes qui s'occupaient beaucoup d'apporter une source de revenus supplémentaires en faisant par exemple des broderies, du tissage, ce genre de choses. Et en fait, quand est arrivé la machine à vapeur, le charbon, la possibilité de faire des immenses usines avec plein de métiers à tisser, eh ben, on a fait en sorte que ce soit principalement des hommes, éventuellement des enfants aussi, mais pas trop les femmes, qui soient occupés dans ces usines, pendant que les femmes, elles, géraient les mômes et géraient le foyer. C'est grosso modo l'idée du truc. Alors oui, bien sûr, ça vient pas de nulle part, mais ce qui est intéressant, c'est que justement, quand le bouquin parle des alternatives, il dit c'est très difficile d'envisager ces alternatives parce que assez rapidement, on se prend le mur de la réalité et le fait que, par exemple, on a un système juridique qui est pas du tout prévu pour ça. Qui envisage pas du tout l'idée d'avoir des couples, enfin des groupes familiaux avec plus de 2 adultes. C'est pas imaginable. D'avoir plus que 2 parents aussi, c'est pas imaginable. Et alors que pourtant, dans notre société, on est déjà dans des cas où plus de 50%, je me cite un chiffre à un moment donné, c'est que plus de la moitié des enfants vivent dans des familles recomposées. Et où donc, pas forcément, mais dans l'idée, il y a quand même plus que 2 parents. Même si biologiquement, il y a toujours 2 parents, mais on en revient un petit peu à un système qui était avant la révolution industrielle, où souvent les enfants étaient élevés soit par le village, soit par une petite communauté, ou par une famille étendue, et que du coup, c'était pas forcément seulement 2 parents qui s'en occupaient. Et du coup, toute l'idée d'avoir un système qui en fait ne fonctionne pas comme ça peut s'envisager assez rapidement si on retire la composante capitaliste, ou en tout cas économie de marché, ou en tout cas gros système industriel. Et donc, par exemple, si on imagine que la société Eldarin n'a jamais connu un système capitaliste tel que les terriens l'ont fait dans les années à partir du 18e, on va pas dire à partir du 19e siècle, en fait, ce modèle familial, il a pas vraiment de raison d'être. On pourrait d'ailleurs tout à fait imaginer, alors le truc, faut quand même voir un truc, c'est que le capitalisme s'adapte à peu près tout. On pourrait tout à fait imaginer un capitalisme qui fonctionne, où la famille fonctionne sous d'autres règles. Mais où ça s'adapte un petit peu justement aux demandes de l'économie, aux demandes de l'industrie, mais d'une autre façon.
Et je pense que de façon générale, un système capitaliste où on a des gens qui mettent du pognon dans des moyens de production, qui payent des main-d'œuvre pour travailler, n'est pas forcément un truc qui est très connu chez les Eldar. Je pense qu'ils en ont entendu parler, notamment parce que les Siani, eux, ont sans doute un système assez similaire, encore que je peux voir un certain nombre de trucs qui sont au-delà de la simple copie du modèle capitaliste tel qu'on le connaît dans notre culture. Mais si le système est basé, alors déjà si on retire un grand nombre de choses du système marchand, tout ce qui est les besoins vitaux, déjà ça enlève pas mal de trucs. Voilà. Après, je suis toujours un petit peu gêné pour parler ce genre de choses parce que je me rends bien compte que, en vrai, je suis probablement la personne la moins bien pas placée, en tant que vieux mec blanc cis-het, je suis pas forcément la personne la mieux placée pour ce genre de truc. De toute façon, quoi que ce soit que je vais rédiger dans Erdorin, il va y avoir on peut appeler ça du sensitivity reading, mais enfin, de façon générale, il va y avoir des relectures, et j'espère bien qu'il va y avoir des relectures par des gens qui ont d'autres modes de pensée que moi, et qui vont d'autres modes de vie, et qui vont peut-être voir des choses pas acceptables, ou en tout cas problématiques, que je vais devoir corriger. Je l'espère, parce que j'ai pas du tout envie non plus de faire ça uniquement dans mon coin. Je l'ai fait pendant 30 ans, et c'est pas des résultats qui sont... Alors, sur l'immédiat, c'est quand même, ça reste satisfaisant, mais dans les faits, on se rend compte que ça a assez rapidement des limites. Bon, Victor, je crois que t'es un petit peu le seul à pouvoir réagir sur ce sujet, et encore, je suis même pas sûr que tu sois encore là. Parce que là, je vois une personne sur Twitch, une personne sur YouTube et 2 personnes sur Peertube, ce qui me mystifie toujours, mais je pense que sur Peertube doit y avoir une sorte de robot qui vérifie que les gens... Bon, il y a probablement l'ami Imaginos qui est dans le coin, comme d'habitude. Ah, si, tu écoutes, d'accord, tant mieux, c'est bien. Faut pas hésiter à intervenir, si tu entends des trucs qui sont chelous, ou sur lesquels t'aimerais avoir des précisions, parce que moi, je me lance là-dedans, mais je suis toujours un petit peu à me demander, ouais, ok, je suis en train de parler tout seul, quoi. Après, j'ai une certaine habitude de la chose aussi, mais c'est mieux s'il y a des interventions. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire là-dessus? Oui, parce que ce qui est assez intéressant, c'est que l'histoire de comment intégrer de comment intégrer une forme d'amour dans notre vie, si les auteurs vont beaucoup plus loin, et notamment ils parlent de la nature, notamment du rapport qu'on a avec le vivant non humain. C'est le terme qu'ils utilisent. Alors ça implique plein de trucs, ça implique la nature au sens large, ça implique les animaux domestiques qui, de façon générale, ne sont vus quasiment que par notre société que sous l'angle de la propriété. Alors que toute personne ayant eu des chats ont très bien compris que en fait, s'il y a des propriétaires ici, c'est pas nous. Mais bref, de façon générale, le truc est là.
pas super familier avec le sujet, c'est très intéressant. Mais écoute, si le sujet t'intéresse, je te conseille vraiment de lire le bouquin. En plus, bah justement, il est pas très cher. Alors il est quand même assez dense, hein. Il fait quand même pas mal de pages. Moi, sur mon téléphone, c'était 880 pages, qui est pas énorme, mais ça fait quand même pas mal de trucs à lire. Il y a vraiment pas mal de sujets. Je dirais que son défaut principal, c'est son côté un petit peu pas tant décousu, mais qu'il emmène beaucoup plus loin que ce à quoi on aurait pu penser. Justement, bah, pour toute cette question du rapport au vivant, il y a une phrase qui est d'ailleurs un titre de chapitre, c'est « Nous n'aimons pas la nature ». Et en fait, l'argument, c'est qu'en fait, on n'aime pas vraiment la nature, on aime les paysages. Et qu'il y ait des animaux dans ces paysages, on trouve ça cool, mais en fait, le fait que la nature soit là est pour nous un problème. On construit des maisons pour empêcher des trucs de rentrer, pour empêcher dès qu'il y a des animaux, dès qu'il y a des insectes, c'est la panique. On a vraiment un amour des animaux qui est assez limité à certains trucs et pas à d'autres. Et c'est aussi un problème. Et bon, bah, j'admets personnellement que je préfère largement mes chats aux fourmis du jardin. Mais c'est aussi un truc, c'est comment admettre notre place dans cet ensemble qu'on appelle la nature, et comment pas admettre, mais comment accepter de laisser une place à cette nature, même au point où ça va nous gêner nous, quoi. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que quelque part, ça rejoint aussi la question justement des autres sexualités. Ça rejoint la question de la binarité du genre et de la non-binarité du genre techniquement, de toute cette vision qu'on a. J'avais une théorie personnellement. Je pense que beaucoup de gens ont des problèmes avec la transsexualité ou avec la non-binarité parce que pour beaucoup c'était un peu le dernier invariant, le fait que on ait un sexe biologique masculin ou féminin, point barre, et le sexe social c'est le même. Enfin, il y a vraiment, en fait, je pense qu'un des trucs qui fait que beaucoup de gens se sont radicalisés d'un point de vue ultra conservateur à 20e et 21e siècle, c'est cette impression que la science, l'évolution des sciences ont cassé quasiment tout ce qui était mythologique. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant parce que dans le bouquin, en conclusion, ils reviennent sur le fait que en fait, on a besoin d'une certaine forme de mythologie. Nous humains avons besoin d'une certaine forme de mythologie, d'une certaine forme de mysticisme, d'une certaine façon, pas forcément de religion organisée, mais on a besoin d'avoir un rapport au réel qui passe par le surnaturel d'une certaine manière, pour pouvoir mieux accepter notre place. C'est pas forcément quelque chose qui est conscient, c'est pas forcément quelque chose qui doit être pris complètement au pied de la lettre. Le problème c'est qu'on passe souvent, quand on a ce genre de truc, on passe souvent d'une mythologie à un dogme, et du dogme à la religion. Et c'est là où en fait le danger, il faut vraiment être très conscient du fait que l'usage de la mythologie est dangereux. C'est vraiment une arme qui peut être, d'un point de vue sociologique, qui peut être ultra dangereuse. Et ce qui nous ramène d'ailleurs un petit peu à Erdorin, avec le côté du fait que bah, par exemple la religion chez les Eldar, il y en a juste pas en vrai. Alors c'est pas tout à fait vrai, il y a des approches justement, il y a des cérémonies, il y a des éléments dans la vie de tous les jours qui ont un petit côté mystique, un petit côté mythologique,
mais c'est vraiment pas quelque chose il y a pas de dogme, il y a quasiment pas de religion organisée. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très très rare. Et s'il y en a, c'est souvent des trucs qui ont été importés d'ailleurs. Et ouais, ça. En fait, ce bouquin m'a ouvert pas mal de portes sur la manière dont il faut approcher un certain nombre de cultures qui sont différentes. Et de modes de vie qui sont différents. C'est un truc que je me suis rendu compte, c'est qu'en fait, fondamentalement, il y avait pas mal de trucs pas mal de peuples où on avait vraiment le côté un peu Star Trek, où c'est des humains avec des couleurs de peau bizarres et des protubérances en latex. Donc, essayer de faire en sorte que ça sorte un petit peu de ce créneau-là, pour essayer de donner un élément, alors on va dire, je vais dire d'exotisme, mais c'est pas un bon terme, qui vraiment font que les peuples et les cultures auxquelles les personnages vont avoir affaire sortent du créneau humain. Tout en gardant, ce qui est toujours un petit peu problématique avec la science-fiction, c'est que il faut garder quand même une certaine familiarité, il faut quand même garder une certaine proximité avec notre culture à nous, sinon on perd le fil. Se retrouver face à des... alors je crois que c'était dans le cycle de Shanour de C.J. Cherryh, où il y avait des peuples qui étaient grosso modo des entités gazeuses qui réfléchissaient par matrice. Donc les matrices mathématiques, les trucs comme ça. Fondamentalement, c'était totalement incompréhensible. Donc l'autrice avait fait beaucoup d'efforts pour qu'on comprenne un petit peu de quoi il s'agit, mais alors fort heureusement, on les voyait pas très souvent, mais quand on voyait popper ce genre de truc, on savait qu'on était parti pour un mindfuck de première catégorie. Et bon, je pense que c'est quelque chose qui est pas inintéressant surtout dans un truc de science-fiction, mais personnellement, c'est pas quelque chose qui me parle, donc c'est pas forcément quelque chose que je vais utiliser. Je pense que déjà avec des trucs comme les CNI, on a des éléments de mindfuck assez conséquents. On n'a pas forcément besoin d'avoir beaucoup plus. C'est un petit peu pour ça d'ailleurs que c'est un petit peu dans les quasiment tous les peuples d'Erdorine, c'est des humains-like, à part les Talvarides qui sont quand même des mammifères, et les Cyaniques qui sont vraiment un truc chelou. Mais bon, les Cyaniques, va falloir que je m'y attelle aussi, parce que c'est quand même un des peuples les plus présents dans l'univers du jeu. Donc oui, c'est pas non plus un truc à négliger, à laisser sur le côté. Il y avait un autre élément dans le bouquin dont il parle à la fin, et ça rentre un petit peu dans la catégorie qu'est-ce qui pourrait... Est-ce qu'on pourrait imaginer à l'heure actuelle d'intégrer des formes de famille différentes, des formes d'amour différentes dans nos sociétés, et si oui, comment? Et en fait, ils prennent deux exemples de contre-sociétés qui se sont mises en place ces dernières années ou ces derniers siècles, puisqu'il y en a un, c'est quand même la piraterie, l'âge d'or de la piraterie, qui est... et dans les deux cas, c'est des sociétés qui se sont mises en place contre une forme de capitalisme. Alors, en tout cas, c'est leur théorie. J'en aurais d'autres, mais enfin, si c'est David Graeber qui le dit, pourquoi pas. L'idée, c'est que donc la piraterie s'est mise en place contre un système capitaliste, puisque l'idée c'était quand même de taper les grandes nations européennes au portefeuille, et que derrière il y a eu quelques
quelques tentatives de mettre en place des sociétés plus égalitaires. Les équipages pirates fonctionnaient sur des systèmes beaucoup plus égalitaires, même s'ils n'étaient pas encore super parfaits, fonctionnaient sur des principes beaucoup plus égalitaires que les navires des marines nationales. Il y avait aussi, ça avait été discuté dans pas mal de trucs. J'avais vu mention de ça. Alors curieusement, j'avais vu ça mention de ça dans un album de folk metal, la notion de matelotage, qui est en fait une sorte de contrat de mariage entre deux personnes qui peuvent être du même sexe. Ça peut impliquer du sexe ou pas, mais c'est en fait une forme de si je meurs, tu hérites de mes biens d'une certaine manière, un truc comme ça. Et si mes souvenirs sont bons, j'ai pas vu la série, mais d'après ce que j'en ai lu, il me semble que dans la série Our Flags Mean Death, qui est aussi un truc qui parle de la piraterie, mais plus tard, on va dire dans le milieu du XVIIIe siècle, il y a aussi mention de ce genre de choses. Le personnage principal a une relation assez particulière avec, il me semble, avec Barbe Noire d'ailleurs. Mais il y avait notamment, à l'époque de la piraterie, déjà une sorte de transformation des rôles des gender, des rôles de genre, puisqu'il y a eu un certain nombre de pirates femmes qui s'habillaient comme des hommes. Je pense que l'inverse c'est pas forcément très très connu, mais bon, il peut-être eu aussi. Mais oui, c'était un moment où il y a eu des changements de société, mais c'est des trucs qui ont duré peut-être 2 décennies, 3 tout pété, probablement moins que ça. Et du coup, ça n'a pas eu un grand impact. Et l'autre exemple qu'il donnait, c'était la Notre-Dame-des-Landes, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ZAD, donc zone à défendre, dans les années 2011-2020, grosso modo, donc dans la décennie dans les années 2010. Et là encore, il y a eu des tentatives de mettre en place des lieux de vie communs. Et assez rapidement, en fait, il y a eu une sorte de reprise en main, ce qui raconte, alors là encore, en citant des sources que je n'ai moi-même pas lues, mais il disait que Notre-Dame-des-Landes, en fait, l'expérience avait été un petit peu détournée par des collectifs beaucoup plus modérés, pour qui l'idée de former une nouvelle société, en fait, ils en avaient un peu rien à foutre. Ils voulaient défendre leur beefsteak, ils voulaient défendre leur zone, ils étaient prêts à négocier avec les autorités pour ça, et à un moment donné, ils ont même tellement bien négocié avec les autorités qu'ils sont allés péter la gueule aux plus radicaux. Ils ont allé aider les flics, grosso modo. Donc il y a eu tout un tas de trucs qui sont passés autour de Notre-Dame-des-Landes. Alors Notre-Dame-des-Landes, c'est un truc qui a une aura assez gigantesque chez les personnes qui cherchent justement à créer des autres formes de civilisation, à faire culture d'une autre manière. Mais en vrai, quand on regarde un petit peu sous le nez, on s'aperçoit, et ça m'a un petit peu déçu parce que c'est le groupe qui a donné lieu ensuite à la création des soulèvements de la terre, qui était derrière cette reprise en main beaucoup plus quelque part beaucoup moins radicale que le projet initial de faire la zone à défendre et de faire une société différente de ce que proposait le truc. Leur beefsteak, c'était juste on va interdire, on va bloquer le projet d'aéroport. Et en fait, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes a une grosse aura parce qu'elle a réussi, parce que au final, le gouvernement français a fini par renoncer à la construction de cet aéroport, en tout cas l'extension de cet aéroport, à la destruction des zones humides, mais ça a été en fait au détriment d'un autre projet de société. Je trouvais ça assez intéressant de voir ça. Alors bon, ça c'est un petit peu mon côté, ça n'a pas de grand rapport avec Erdogan en vrai,
Mais voilà. Et du coup, bah ça c'est pour ça que je dis que le bouquin est un peu bazar, parce que il parle des relations romantiques entre personnes, ils vont parler des relations entre notre société et la nature, et à la fin ils partent sur Notre-Dame-des-Landes et la piraterie du XVIIIe siècle. Ouh. C'est pas inintéressant et c'est pas dénué de sens, mais c'était peut-être trop, en fait, je sais pas. Ça m'a paru un petit peu bon. En plus, le bouquin se termine avec une espèce de nouvelle d'anticipation qui imagine une société utopique où justement les questions de genre sont abolies et les gens vivent plus respectueusement de la nature, mais ça se fait dans les marges de la société, et d'une société dans un avenir où le dérèglement climatique nous matraque la gueule. Oui, je vois ça, ok. Alors en plus, il y a des passages qui utilisent une forme d'écriture qu'on imagine à la première personne de ces personnes, de ces protagonistes 60-80 ans dans le futur, mais du coup c'est très déconstruit. C'est un côté poétique qui me parle absolument pas, et je vois pas trop l'intérêt en fait. Je dirais que c'est vraiment le défaut du bouquin, c'est qu'en fait ça pourrait être 4 bouquins. Voilà, ça pourrait être un bouquin, ouais non, 3 bouquins et puis un petit fascicule à côté. Mais les 3 ensemble, ça me paraît. Après, voilà, c'est un défaut que je trouve assez mineur, somme toute, par rapport au contenu qu'il propose. Mais j'aurais aimé quelque chose peut-être d'un peu mieux structuré. Qui, par rapport au thème, à la thématique, est un peu bon. Je me rends compte que c'est, en le disant, je me rends compte que c'est peut-être un peu illusoire de penser ça, quoi. Mais ouais, si on veut me faire des ouvrages de sociologie, j'aimerais bien qu'ils soient écrits un peu comme des ouvrages de sociologie et pas trop comme des pamphlets politiques. Même si c'est des pamphlets politiques qui, très franchement, vont dans le sens de mes opinions à moi. Voilà. Bon, comme ça j'ai parlé pendant une demi-heure de ce bouquin, mais on n'est pas beaucoup plus avancé. Je vais peut-être revenir, tiens ça sera intéressant, je vais revenir sur les carnets de civilisation, puis je vais voir ce que j'avais écrit sur la sexualité, parce que j'ai quand même un chapitre là-dessus, on en avait parlé à un moment donné. Voilà, sexe, famille et autres, toc. Alors, donc sur Terre, le modèle familial classique a tenu bon jusqu'au début du XXIe siècle. 2 raisons à ça, les guerres mondiales successives d'une part, et le poids des coutumes et institutions, notamment la chrétienté, d'autre part. Alors, je sais pas si je l'avais mentionné à l'époque, mais oui, en fait, l'idée, c'est que dans l'univers d'Erdorine, au moment où il y a eu la Troisième Guerre mondiale, après la Troisième Guerre mondiale, la seule institution qui tenait encore la route, c'est l'Église chrétienne. En tout cas, en Europe, c'était un petit peu probablement. Alors en Afrique, il y a eu d'autres problèmes. Enfin, disons que les religions établies de façon générale, et dans le cas de l'Europe, la chrétienté en particulier, est le truc qui a tenu le plus le choc et qui a toujours une influence assez puissante. Les contingences liées à la colonisation qui entraînaient beaucoup plus d'hommes que de femmes loin de la planète mère. Ça c'est des choses sur lesquelles il va falloir que je revienne. Une des facilités pour ça, il faut faire une gestation. L'éducation des enfants peut être prise en charge par l'État. Oui, ça c'est un truc de Fédération des Hautes-Terres. Alors Eldar et Atlantis sont encore plus fous dans la législation. Bon, en fait, c'est même pas une question de législation. Un ensemble de familles, c'est un ensemble de personnes vivant sous le même toit. Alors, c'est même pas forcément le cas. Celui des relations de ces personnes. Clan est une alliance interfamiliale. Ça, c'est vraiment Alors, il y a des guildes, les enfants, c'est une autre histoire. Faudra que je revienne sur les Siani parce que je pense qu'il y a des choses plus intéressantes à dire.
Parce que oui, il y a aussi un autre truc qui et ça fait partie c'est des interrogations qui viennent du bouquin, mais ces interrogations qui viennent aussi d'un article qu'a écrit Mathias sur son blog, où il mentionnait le fait que imaginez que les cultures terriennes restent au même niveau qu'au 20e, début 21e siècle, en 2300, c'est un petit peu illusoire. C'est vrai. C'est vrai, et je suis en train de réfléchir un petit peu là-dessus. Je suis en train de réfléchir à avoir un... Comment dirais-je, à mettre de l'eau dans mon vin, mais je vais pas non plus sauter le pas et faire en sorte que quelque part, si on pense un truc, ok, il y a un truc qui est en fait paradoxal. Les terriens évoluent très vite, il y a des changements, on peut dire que les changements civilisationnels sont intégrés en une trentaine d'années, ça équivaut à une génération, et pourtant 200 ans plus tard, 200 ans après l'arrivée dans la galaxie, donc contact avec plein de peuples extraterrestres et de cultures différentes, les terriens sont toujours des terriens. Pourquoi ça ? Et déjà, est-ce que c'est le cas ? Et si oui, pourquoi ? Et ça, c'est quelque chose qui me travaille. Il va falloir que j'y réfléchisse de façon nettement plus poussée. Je pense que la raison, la réponse est les terriens sont encore des terriens, mais c'est plus compliqué que ça. Il y a pas mal d'éléments qui viennent d'autres cultures qui ont été intégrés dans les cultures terriennes de façon générale, et que ça dépend des coins, et que ça dépend des personnes. Ça dépend un petit peu. On va imaginer que par exemple une ville comme Copacabana, en plus avec le contact avec un starport, est vraiment très ouverte sur le reste de la galaxie, et donc il y a des changements sociaux majeurs qui ont dû avoir lieu. Et par exemple, Copacabana, vivre à Copacabana, ça n'a rien à voir avec vivre à Salt Lake City, pour donner un nom de ville au hasard, ou même à Paris. Paris, c'est un cas turbo particulier. On en revient, je vous en parlerai une fois. C'est assez. Ceux qui connaissent. Pour les autres, c'est spécial. Enfin, de façon générale, c'est spécial. Mais oui, le fait est, dans mon idée, c'est qu'il y a je pense que ça va aller par vague. Il va y avoir, typiquement, lorsque les terriens ont découvert les extraterrestres, il y a eu un engouement pour les cultures extraterrestres qui sont pas toujours super bien comprises, parce que bien évidemment, tu vas interpréter des signaux extérieurs selon tes propres codes, et tu vas commencer à faire des trucs, à l'Eldarine, mais en fait, non, c'est pas du tout ça. Les Eldar vont regarder ça, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Et du coup, oui, et puis donc tu vas te lancer, tu vas faire des trucs, ça va partir dans tous les sens, ça va créer des problèmes parce qu'il y a une partie de la population qui va pas suivre. Donc 20-30 ans plus tard, il y a un nouvel gouvernement qui arrive, qui est beaucoup plus conservateur, hop, serrage de vis, et donc du coup ça repart dans l'autre sens. On a les conservateurs qui vont revenir à des normes d'avant l'ère atomique, et puis les autres, des gens qui sont plus ouverts sur le reste de la galaxie vont dire non mais attends, voilà, on va faire nos cultures underground, et puis les civilisations vont être mieux comprises aussi, donc il y a des choses qui vont s'adapter, et je pense que ça va se faire comme ça. Et le fait que ça soit 2300, ça peut aussi vouloir dire que c'est une période où on arrive à un moment donné où les cultures terriennes les plus stellérophiles sont à peu près au même niveau que les cultures stellaires les plus terranophiles. Je sais pas si je suis très très clair sur cette idée, mais enfin c'est un petit peu de voir ça comme ça, de voir que c'est aussi à un moment donné la raison pour laquelle c'est Erdorine 2300 et pas Erdorine 2150 ou Erdorine 2400, c'est que c'est un peu le moment où justement il va y avoir le plus de points de contact possible. On va retrouver des terriens qui sont plus ou moins à l'aise avec les cultures eldarines, des Eldar qui savent à quoi ça ressemble des terriens, parce que ça fait quand même 2 siècles qu'ils en voient, et voilà, c'est là où les choses deviennent un petit peu intéressantes, c'est là où les points de contact vont se faire.
Mais faut que je mette ça un petit peu sur le papier. Faut que je vois un petit peu comment faire ça de façon intéressante, de façon agréable à lire aussi. Hein, c'est un petit peu le truc. Là, j'avoue que ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre à l'écriture. Hashtag j'ai rien foutu. En fait, c'est pas tout à fait vrai parce que j'ai écrit pas mal de trucs pour Radio Erdorin. Donc au niveau musical, j'ai quand même donc j'ai sorti une vidéo éditoriale au début de l'année. J'ai sorti l'épisode de décembre, j'ai sorti la vidéo éditoriale sur l'IA générative, je viens de sortir la vidéo album de l'année, et là je vais me lancer pour commencer à écrire le script pour l'épisode de janvier, qui devrait sortir début février. Sachant que je préférerais qu'il sorte la semaine prochaine, vu que samedi prochain j'ai un concert et donc il y aura aussi un live report qui viendra derrière. Voilà, c'est un peu compliqué. Ma vie est compliquée, c'est un enfer. Ah là là, où je me meurs. Bon. Plus précisément, ouais, je pense que de toute façon, là, plus je regarde ce chapitre, en fait, le chapitre civilisation, c'est pour le moment le plus long des chapitres que j'ai, entre guillemets, réécrit. Et je pense qu'il va falloir que je fasse subir à ce chapitre la même chose que j'ai fait subir aux autres, c'est-à-dire les réécrire presque from scratch, en fait. Essayer de poser sur le papier des versions beaucoup plus courtes, de pas me contenter de prendre le texte original et de l'éditer, de le réécrire, de couper des trucs dedans, mais vraiment plus d'écrire des choses à ma sauce et d'essayer de faire en sorte que tout soit harmonisé de façon un peu plus claire. Parce que là, on est à 20 000 mots quasiment, ça fait 48 pages Word, je pense que c'est plus long que tout ce que j'ai écrit d'autres à présent, et à mon avis, c'est pas une bonne idée de garder ça comme ça. Mais voilà, donc là j'en suis à ça. Alors je me rends compte, là ça fait 45 minutes que je parle, c'est pas énorme, mais j'ai pas grand chose d'autre à rajouter sur le sujet. Du coup, si je repasse en web, j'aurais dû mettre un bouton transition sur ce Stream Deck, je l'ai pas fait. Voilà. Il y a aussi un truc, alors si le bouquin vous intéresse, donc il y a donc cette page du site des livres en commun, qui est donc la maison d'édition ou en tout cas le site sur lequel on peut trouver. Donc le livre, il est en licence Creative Commons share alike, donc partage dans les mêmes conditions. Ce qui est assez intéressant. Et on a donc le blog L'amour en commun et c'est subversif. Donc alors je vois que la collection des livres en commun, c'est Framasoft eux-mêmes d'ailleurs qui le font. Le truc a été publié en 2023. Et il y a tout en fait dans le. Donc si en fait avant de lire le bouquin entier, ce que je peux vous conseiller, c'est que vous lisez cet article de blog qui est en fait une interview avec les deux auteurs. Et donc il y a des choses assez intéressantes à piocher. Moi en tout cas c'est la raison pour laquelle c'est en lisant cet article de blog que je me suis dit ça c'est un bouquin qui va m'intéresser. Et effectivement le bouquin m'a intéressé, mais pas forcément pour les raisons auxquelles je m'attendais d'abord. Voilà. Alors bim. Tout ceci pour dire que réécrire un jeu de rôle, en fait, somme toute, c'est pas si facile, surtout si on veut essayer de faire quelque chose d'un petit peu différent de ce qui avait été fait avant. Alors là encore, soyons clairs, je vais me remettre en full caméra là, comme ça. J'essaie de me centrer. En fait, comme j'ai changé les angles des caméras, je sais jamais exactement comment me mettre. Du coup, viens là le micro. Ah, gentil micro. Arrête de bouger le micro. Merci micro. Voilà. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Mais tout va bien.
Mais tout va bien, c'est l'âge qui veut ça, on va dire. Oui, en fait, je ne renie pas ce que j'ai écrit en 2006, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui restent encore passablement d'actualité, mais toutes ces lectures, toutes ces discussions, ça me fait me remettre en question un certain nombre de points de vue, un certain nombre d'idées qui avaient été mises en place, et du coup, ben, faut vraiment que je retravaille ça, et c'est un travail qui est un peu écrasant quelque part. C'est une grosse montagne. C'est un petit peu aussi pour ça que je me suis dit qu'il fallait pas que je réécrive les textes qui existent déjà, mais que je me lance dans une réécriture from scratch du truc. C'est parce que il faut que je fasse attention à ce que le poids de ce que j'ai écrit, et surtout de comment je l'ai écrit à l'époque, ne vienne pas trop écraser ce que je suis en train d'essayer de faire maintenant. Voilà, je sais pas si je suis très clair sur ce truc. J'ai l'impression que j'ai fait un speech d'une heure, même si c'est pas tout à fait une heure, sur un sujet en mode full ad lib. Donc si vous avez des questions, alors je dis vous, mais j'ai l'impression que on a toujours que Victor qui est là. Voilà. Petite explication de la raison pour laquelle les choses ont changé. C'est qu'en fait, j'ai voulu mettre en place un système entre guillemets permanent pour l'équipement que j'utilise pour enregistrer les vidéos Radio Erdorin, qui implique une caméra, mais surtout un prompteur qui est assez lourd. Donc j'ai acheté un autre pied, mais le problème c'est que je me suis aperçu que si la caméra est là, je peux plus mettre le prompteur et son pied, enfin c'est un bazar. Donc je suis en train d'essayer de faire ça comme ça, mais si je me mets comme ça, j'ai moins d'accès à mon OBS. Enfin c'est un truc un petit peu différent, et j'ai en plus cette espèce de non, c'est là, de ce côté-là, le gros truc vide derrière moi qui est pas très joli. Donc faut que ça fait partie des choses. Je suis pas encore tout à fait sûr de garder cette configuration. Et je vois que Victor, tu as une question. Merci de venir à mon secours. Qu'est-ce que je peux quelle est ta question? Est-ce qu'il y a d'autres lectures qui ont fait évoluer mon approche d'Erdorin, récente ou non? Alors, ou d'une certaine façon, alors quasiment toutes les lectures que je fais influencent Erdorin à un degré à un autre. Je dirais que récemment, il y a une série de bouquins que j'ai lus et je me suis dit ça c'est exactement le genre d'ambiance que je veux. D'une certaine façon, pas exactement, mais enfin ça fait partie. C'est les livres de Becky Chambers. C'est une série qui s'appelle Les Voyageurs en français, Wayfarers. Il y a 3 bouquins qui en fait sont dans la même continuité, mais pas exactement avec les mêmes personnages, qui se déroulent où des terriens arrivent dans un univers, dans une galaxie peuplée de plein de peuples différents, et là c'est vraiment des peuples exotiques, hein. On a vraiment des trucs, on a des marsupiaux, on a vraiment des trucs assez fumés, et donc il y a en anglais A Long Way to a Small Angry Planet,
qui est assez génial au niveau du titre parce que ça explique exactement ce qui va se passer. C'est un voyage à bord d'un vaisseau spatial qui creuse en fait des tunnels hyperspatiaux d'une certaine façon. C'est un tunnelier hyperspatial. Il pose une balise à l'entrée, il fait son tunnel, il pose une balise à la sortie, et du coup, ben voilà, t'as ton passage hyperspatial qui est créé, et il doit aller créer un passage vers une planète qui vient d'intégrer l'Union Galactique, sauf que ça va être le Zbeul, pas possible. Le deuxième, dont je ne me souviens plus du titre, qui est plus centré sur des personnages qui étaient dans le vaisseau, mais qui décident d'essayer de sauver un des autres personnages qui se trouve être une IA, qui est pas censée être une IA consciente, mais qui du coup obtient un corps. En fait, avant c'était une IA de vaisseau et on lui donne un corps humanoïde et du coup elle doit gérer le corps humanoïde. C'est assez terrible. Et le troisième qui s'appelle The Galaxy Underground Beneath, si mes souvenirs sont bons, et qui a en français un titre assez génial qui est La Galaxie vue du sol. Et là encore, c'est exactement ça au niveau du titre. C'est des personnes qui se retrouvent coincées sur une planète suite à un accident astéroïdal. Il y a des débris spatiaux partout. Et du coup, le temps que les nettoyeurs de l'espace, les éboueurs de l'espace nettoient l'orbite autour de la planète, parce que c'est une jonction entre différentes routes hyperspatiales, ils sont coincés sur la planète et ils viennent à se connaître et puis ils échangent des trucs. Et ils viennent de plein de peuples différents avec plein de cultures différentes. Et vraiment ce jeu de contact entre les cultures, de relations, de points de vue différents, c'est assez génial. Et c'est vraiment 3 romans qui ont, quand je les ai lus, je me suis dit mais ça c'est si j'arrive à faire un truc comme ça pour Erdorin, alors il y a des choses qui rentreront pas dans la catégorie Erdorin, c'est que c'est beaucoup plus soft, c'est beaucoup plus gentil. Typiquement, dans le premier bouquin, à un moment donné, le vaisseau spatial se fait arraisonner par des pirates. On pourrait se dire, arraisonné par des pirates, l'équipage va aller prendre les flingues et défendre leur vaisseau. Non. Personne ne bronche, ils se laissent arraisonner, ils vont même en fait à un moment donné, en fait le problème c'est que les pirates ils comprennent pas ce qu'ils disent. Il y a quelqu'un qui a fait un geste malheureux, il se prend un coup de crosse et du coup ça traumatise tout le monde. Enfin c'est vraiment un truc qui est complètement à l'opposé de tous les trucs super héroïques qu'on pourrait imaginer dans la science-fiction interstellaire, et qui est vraiment, malgré le fait que dans Galaxy Underground Within, il n'y a jamais d'humain. À un moment donné, on parle, il y a un des personnages qui connaît un humain, on lui demande est-ce que c'est vrai que les humains mangent du fromage, et visiblement ça a l'air de mystifier tout le monde, et c'est vrai que quand on y pense, le fromage c'est super chelou quoi. Tu manges un truc à base de lait maternel fermenté. Da fuck. Et du coup, c'est plein de petits détails comme ça. Il y a pas beaucoup d'action, c'est vraiment des tranches de vie, et c'est assez génial. Et des autres trucs. Alors il y a pas mal de bouquins que j'ai lus qui sont, je vais dire, qui sont pas des bouquins fiction. Les bouquins de David Graeber, je recommande hautement. J'en parlais tout à l'heure. Donc anthropologue new-yorkais, anarchiste, il a été une des personnes à l'origine du mouvement Occupy Wall Street au courant du 21e siècle, dans les années 2011, là encore. Il a écrit tout un tas de bouquins. C'est lui qui a popularisé, alors je suis plus sûr que c'est lui qui l'a inventé, ou en tout cas qui l'a popularisé, la notion des bullshit jobs, les boulots à la con. Ça vient de lui. Il a fait un bouquin sur la dette comme étant le moteur économique, donc il y a vraiment plein de trucs à récupérer. Moi j'ai vraiment cette approche. Bon, déjà je suis historien de formation, donc c'est aussi la raison pour laquelle j'avais tendance à écrire des tonnes de trucs historiques sur mon texte. Mais c'est aussi l'histoire telle qu'on la pratique maintenant, c'est aussi un truc où on va beaucoup s'intéresser à l'économie, à la sociologie, à la culture, à tout un tas de trucs comme ça.
pour essayer de mieux comprendre comment fonctionnaient les civilisations, les cultures à l'époque. Et moi, c'est aussi quelque chose qui me fascine. Mais bon, faut pas qu'on me lance là-dessus parce que autrement, je fais un contexte de 400 pages. Qu'est-ce que je pourrais encore mentionner comme là, je suis en train de regarder, j'ai des bouquins qui sont un petit peu là-bas sur les trucs. Quels sont les trucs qui m'auraient vraiment fait changer changer d'idée. Moi, c'est les seuls que je vois à l'heure actuelle, mais il y a vraiment pas mal de trucs. Quasiment, comme je lis énormément, je dirais quasiment tout ce que je lis d'une manière ou d'une autre, ça me fait penser je ramène ça à Erdorin parce que Erdorin, c'est un petit peu, j'irai pas jusqu'à faire le grand truc, c'est le travail de toute une vie, mais enfin, ça fait quand même plus de 40 ans que je suis sur le machin. J'irais même 45 ans quelque part dans ces eaux-là. Hein. Voilà, mais disons voilà les lectures, on va dire ces lectures récentes qui m'ont fait évoluer mon approche. Je dirais que c'est vraiment ça. Becky Chambers, la série Wayfarers en anglais, Les Voyageurs. Donc les 3 tomes ont été traduits en français, hautement recommandé. J'avais lu un autre bouquin de Becky Chambers qui est en fait une novella qui s'appelait Apprendre si par bonheur, qui est aussi très très bien. Et je vois que mon épouse a récupéré la série des Monk and Robot, qui est sa dernière série, et je vais probablement les lui voler dès qu'elle aura le dos tourné. Donc voilà, ça fait un petit peu partie des trucs que je mettrais vraiment en avant parmi mes lectures. Là, je suis toujours en train de regarder sur mes bouquins. J'avais fait une série j'avais fait 2 vidéos, 2 live streams, dont un il y a pas très longtemps justement où je revenais sur mes lectures, et souvent c'est des trucs, tu étais là Victor, il me semble, hein, je mentionne souvent les éléments qui font que ça me fait penser à Erdorin. Après, dans des trucs qui n'ont pas vraiment de rapport, mais que je trouve assez amusant pour le côté choc culturel, la série Resident Alien est absolument désopilante. Alors après, ça rentre, c'est une approche. Donc l'idée de Resident Alien, c'est une série où un extraterrestre qui est venu pour détruire la Terre rate complètement sa mission, se crache, et est obligé de s'intégrer dans la vie d'une petite ville du Colorado, mais vraiment un bled. Et il prend l'identité, il tue le docteur local, il prend son identité. Il a grosso modo appris la culture terrienne en regardant des épisodes de Law and Order à la télé. Donc il est pas du tout adapté et personne ne bronche. Le gars fait les trucs les plus improbables et à peu près personne ne bronche. Je pense que c'est pas dit dans la série, mais les gens doivent penser qu'il est sur le spectre autistique ou un truc comme ça. Mais il est vraiment, des fois il est complètement odieux, mais sans vraiment le faire exprès, en fait. Oui et non. C'est-à-dire qu'il a juste aucune idée des relations sociales, et lui vient d'un peuple où les relations sociales c'est des pains dans la gueule, quoi. Donc ça c'est assez chelou. Et la blague étant que grosso modo on va dire tous les peuples extraterrestres, c'est en fait, on retrouve quasiment tout le bestiaire des conspirations ufologiques américaines, les Gris, les Atlantes, les Bluebirds, enfin vraiment tous les trucs les plus improbables, on va les retrouver là-dedans. Et ça joue beaucoup, en fait. Ça, il y a un petit côté Men in Black, mais version redneck, quoi, d'une certaine façon. Victor, de coup, tu connais la série. On est en train de la finir. Là, on est sur la fin de sur le début de la 4e saison. Et moi, ça me fait beaucoup rire parce que c'est vraiment l'idée du choc culturel, l'idée de voir cet extraterrestre qui se retrouve perdu dans une civilisation qu'il comprend pas fondamentalement. Hein, il a vraiment beaucoup de mal. Il pense que les humains sont des gros débiles, et puis assez rapidement il se rend compte que c'est pas vraiment le cas. Mais il arrive jamais à complètement se défaire de cette idée, quoi. C'est assez marrant.
il y avait une blague qui m'avait fait hurler de rire dans la première saison, c'est que assez rapidement il se lie d'amitié avec une Amérindienne, et puis ensemble ils vont à une convention de ufologique. Et ce qui l'horrifie, donc l'extraterrestre est horrifié quand il voit qu'il y a des gens qui sont déguisés dans des costumes en latex de son peuple en fait, et il est là en train de dire my people is not a costume, my culture is not a costume, et à côté il y a un Amérindienne qui est morte de rire parce que c'est exactement ce qu'ont subi les peuples natifs américains depuis des décennies quoi. Donc j'ai trouvé ça assez bien vu quoi. Il y a vraiment tout un tas de trucs. Alors le truc amusant aussi avec la série, c'est que en fait il y a des éléments qui sont purs sitcom, avec ce côté extraterrestre derrière. Il y a un décalage assez fabuleux là-dedans. Puis en plus, l'acteur Alan Tudyk, l'acteur principal qui joue l'extraterrestre, c'est celui qui jouait le pilote dans la série Firefly, excellente série de SF. Et il est absolument terrible dans cette série. Voilà, donc je recommande. Enfin, je pense que c'est plus là on est plus autant Becky Chambers, c'est quelque chose d'assez fin, autant on est dans la grosse farce, et je pense que Erdorin 2300 on est un petit peu entre les deux quoi. J'ai pas envie que ça soit un univers j'ai un univers qui soit construit sérieusement, mais qui en fait est un fond de déconne parce que l'univers est un déconne quand même pas mal. Voilà. Je crois qu'on va pas trop tarder. Je vais pas trop tarder à mettre fin à ce live stream parce que très honnêtement, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Alors de nouveau, à moins qu'il y ait quelqu'un ait des questions. Là, j'ai vu qu'on est soudainement popé à 3 personnes sur YouTube. Donc, s'il y a des gens qui auraient des questions à poser sur le sujet qu'ils ont pas vu parce qu'ils viennent d'arriver en fin de stream. Faut me dire s'il faut que je commence plus tard, parce que 21h, là déjà en plus ça a été un petit peu, j'ai dû rusher parce que madame est rentrée un petit peu tard et du coup on a mangé tard également. Mais si vous voulez que je commence plutôt à 21h30, c'est faisable également. Je pense que je vais peut-être faire une fois un sondage pour voir si les gens sont ou si simplement le fait que les gens s'en souviennent pas et pop merde, il y a Alias en stream et débarquent comme ça. Voilà. Alors, je pense qu'on va en rester là. Allez, 22h05, le stream aura duré 1 heure. Je pense que c'est raisonnable. Je suis désolé pour ceux qui attendaient plus de côté écriture. Je sais que j'ai pas été productif du tout sur la partie JDR. C'est pas que j'y pense pas, c'est que j'arrive pas à m'asseoir et à commencer à écrire des trucs. J'ai plein d'autres choses à faire à côté, à gauche, à droite, plein d'idées pour d'autres trucs et du coup j'ai un petit peu du mal. Voilà, maintenant toujours est-il, on va se retrouver je pense dans 2 semaines. La semaine prochaine ça sera musique, ça sera Radio Erdorin et je pense que je vais avoir le temps pour faire la vidéo janvier 2026. C'est très cool aussi comme format. Oui, c'est juste que j'aimerais bien avoir un peu plus de monde. Donc l'idée de faire un live stream, c'est d'une part me poser comme condition de m'asseoir et d'écrire. Là, ça a totalement raté, mais enfin c'est une autre histoire. Mais c'est aussi d'avoir des gens qui réagissent parce que c'est quand même ça l'intérêt. Autrement, je fais des vidéos toutes simples. Je veux dire, comme je faisais Erdorin l'air de rien avant, je peux faire aussi ce genre de choses. Ça me demande un peu moins de travail, mais je trouve que le côté live stream, alors bon. D'une part aussi ça m'entraîne à faire du live stream et ça c'est pas complètement déconnant non plus, mais j'aimerais bien ça serait bien qu'il y ait plus d'interaction. En fait c'est ça ce que j'espérais que en faisant du live stream j'ai au moins 5-6 personnes, j'ai pas besoin d'avoir 20 personnes qui me balancent 20 questions à la minute, mais d'avoir une demi-douzaine de personnes, de 10 personnes qui rebondissent sur mes idées, qui me lancent des trucs, qui me challenge sur des plans à la con, c'était un petit peu l'espoir que j'avais.
Après, j'ai une liste. Il faudrait vraiment pas très local. Bah ça arrive. Hein, je veux dire, après, il y a peut-être. Moi, je sais aussi quand je suis lancé, et c'est peut-être pas forcément toujours facile d'avoir une personne qui parle et d'essayer de le poser. En même temps, le fait du chat, ça permet d'interrompre de façon raisonnablement polie, d'une certaine manière, de poser un truc que moi je vais toujours pouvoir lire si je suis lancé sur une explication. À un moment donné, quand j'ai terminé l'explication, je peux m'arrêter et lire ce qui a été dit. Donc t'inquiète pas, c'est pas un problème pour ça. Mais je pense qu'il faudrait que je prépare peut-être un peu plus en amont, que je dise voilà, le sujet de ce soir c'est ça, d'essayer de le dire bien quelques jours à l'avance et pas une demi-journée, et puis aussi d'arriver à relancer des gens qui puissent venir et qui puissent me truc. En fait, j'ai demandé à des collègues auteurs de me trouver des gens qui font du live stream d'écriture. Il va falloir que je jette un coup d'œil à ça. J'ai une liste de noms. Il va falloir que je regarde un petit peu quels sont les différents auteurs qui font du stream d'écriture, pour voir un petit peu comment eux ils fonctionnent, comment eux ils structurent leur vidéo, quoi. Voilà. Alors, sur ce, je pense que je vais tous vous souhaiter une excellente soirée. Merci à ceux qui étaient là, merci à toi Victor, merci à ceux qui lurquaient. Merci à Imaginos qui, je pense, est également dans le coin. Merci à ceux qui regardent cette vidéo en rediffusion par la suite. Hein. C'est aussi donc sur la chaîne Erdorin, pas sur la chaîne Radio Erdorin, mais sur la chaîne Erdorin. Et puis, passez une excellente soirée et on se retrouve dans 2 semaines donc pour un nouveau stream écriture. À plus.